Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde séance du cours Santé mentale, la santé mentale, regard de philosophe, avec notre invité Olivier Renaud qui va intervenir sur Platon. Alors, je vais commencer là pour présenter un petit peu Olivier Renaud. Alors, Olivier Renaud, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de Nanterre, hein. Vous êtes habilité à diriger des thèses et vous dirigez un laboratoire de recherche croisant les savoirs antiques et contemporains. Alors, pour vous présenter, au lieu de lister vos nombreuses publications, je dirais ici quelques mots de votre livre principal intitulé Platon, la médiation des émotions, hein, voilà, l'éducation du thumos dans les dialogues, parce que le thumos a un rôle décisif dans l'équilibre de l'âme. Donc, dans ce livre très clair et pédagogique, hein, vous vous consacrez aux émotions dans la pensée de Platon et vous montrez, hein, pour résumer l'ensemble de votre propos, que la sensibilité morale, vous me direz si cela restitue bien, est le lieu d'une éducation. Alors qu'on s'attache le plus souvent chez Platon à la pensée intellective, hein, vous montrez quelle est la place des affects, non seulement au plan psychologique, mais aussi au plan éthique et politique, et montrer que considérer positivement les affects, cela ne veut pas seulement dire qu'il faut les empêcher d'entraver la moralité, mais aussi que ces affects devront finalement soutenir la moralité, la servir et la consolider. Ce que montre votre livre, c'est que Platon, loin de négliger les émotions, leur reconnaît un pouvoir décisif, hein, en leur attribuant un caractère de médiateur. Votre attention s'est donc portée sur cette partie de l'âme qui est intermédiaire entre la raison et l'appétit, à savoir le thumos. Ce mot grec a un sens présocratique chez Homère, hein, il renvoie aux émotions morales telles que la honte, la retenue, le respect, qui sont les maillons de l'unification sociale. Vous mettez en évidence chez Platon une théorie de la sensibilité morale. On comprend que la cohésion sociale s'appuie sur des sentiments tels la pudeur, la justice, la sagesse, qui nous donnent, je vous cite, une intelligence fine de la norme. Ces sentiments moraux font qu'on se rapporte à soi-même en passant par le regard d'autrui. Cependant, vous montrez aussi que cette base émotive est fragile aux yeux de Socrate qui adopte une position intellectualiste. Faut-il alors nier la capacité des émotions à nouer les liens sociaux? Ce que vous montrez, c'est qu'on ne peut pas s'en tenir à opposer émotion et raison ou jugement, mais que les émotions elles-mêmes contiennent des jugements. Socrate lui-même défend une conception cognitiviste du désir et des émotions. L'émotion a une dimension évaluative, dites-vous, qui influe sur les croyances que l'agent forme au moment de l'action et sur laquelle le savoir peut agir. Vous écrivez, je vous cite, « Toute émotion ou affection est informée et explicitée par un jugement sur le bien. » Ainsi, dans une émotion, il y a un jugement. Dans toute attitude émotive, il y a des raisons. Il n'y a donc pas de sentiment indicible dans une émotion. Par exemple, la peur contient le jugement implicite d'un mal futur qui va inciter à fuir. La différence entre l'homme du commun et l'homme stable, stabilisé, c'est que le premier passe d'une émotion à une autre, change d'opinion, est animé le plus souvent par la passion de l'amour, parfois la peur, toutes ces émotions contenant un jugement sur le bien et le mal qui se laissent formuler dans un discours. Et lorsque les émotions sont fluctuantes, hein, le plus souvent, l'âme ne peut pas être en repos, ni stable. Elle est ballottée, agitée par les changements d'opinion. C'est donc le savoir qui va permettre de la stabiliser. Et vous écrivez en ce sens, le savoir fait cesser l'alternance. Posséder le savoir, c'est instaurer un ordre dans son âme. Il faut donc comprendre en quoi l'émotion dépend d'un jugement pour que sa force puisse être amoindrie, voire supprimée grâce à la formulation d'un jugement droit. Interpréter ainsi les émotions de façon cognitiviste permet de comprendre en quoi elles peuvent influencer le jugement, mais aussi en quoi le savoir peut atténuer leur force. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion neutre que les émotions peuvent être les canaux d'une éducation de l'âme. Cette éducation qui fait l'objet de la dernière partie de votre livre. Alors, quelques mots sur cet équilibre, cette éducation pour finir. Vous soulignez bien qu'il ne faut pas confondre l'ordre de l'âme, c'est-à-dire sa hiérarchie entre l'intellect, le cœur, hein, la deuxième partie, le cœur, courage ou ardeur, et d'autre part le désir ou appétit. Hein. Il ne faut pas confondre cet ordre de l'âme et son équilibre, au sens où les hommes peuvent être équilibrés tout en étant dominés davantage par leur désir ou leur ardeur que par leur intellect. Et donc l'équilibre va passer par l'éducation d'un caractère, d'un ethos.
Comme il faut que cela se fasse tôt, seule la musique pourra remplir ce rôle en apprenant à l'enfant à aimer des rythmes ordonnés, plaisants, orientant vers le bien. Quant à cette correspondance entre les sons musicaux et les caractères, celui qui pourra l'établir, ce sera Damon, le maître de musique. Faute d'une bonne éducation, et quel que soit le naturel initial, ce qui s'installera, c'est le vice dont vous allez nous parler. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, je ne vais pas trop parler des émotions aujourd'hui chez Platon, mais plutôt pour nous en tenir à la thématique du séminaire sur le vice et la maladie, surtout dans la République et un petit peu dans le Timée. Et l'idée est finalement de partir un petit peu en amont hein, de cette notion de santé mentale qui fait l'objet du séminaire, notion qui manque probablement dans les dialogues de Platon. Elle apparaît au sens bien sûr de santé de l'âme. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est les rapports tendus, compliqués entre l'âme et le corps, à travers cette notion de maladie qui est utilisée par Platon pour passer d'un ordre à l'autre. Alors, pour ceux qui suivent en distanciel, je vais essayer de vous partager dans le chat. Alors, ici, il est sur le bureau. Alors, il est là, texte. Je vous envoie, voilà, dans le chat, mon exemplier. Et je vais moi-même le projeter pour ceux qui sont ici. Vous voyez à peu près? Oui. Voilà. Sauf qu'il faut que je jette quand même un œil sur ça. Voilà. Alors, donc, en guise d'introduction, j'établirai tout de suite mon hypothèse de départ en disant que ce que nous appelons aujourd'hui maladie mentale n'est autre pour Platon que ce qu'il appelle le vice, en Grèce, kakia. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de certaines formes de folie, notamment la folie érotique du philosophe que l'on trouve dans certains dialogues, le Banquet, la République ou le Phèdre, qui est un cas évidemment intéressant, mais malgré tout un cas limite dans la philosophie de Platon. Je préfère m'attarder en fait sur toutes ces formes de folie et de maladie telles qu'elles sont présentées par Platon en de très nombreux endroits de son corpus, qui sont associées de manière très ordinaire en fait avec ce qu'on appelle le vice. Alors cette hypothèse, c'est-à-dire la maladie mentale est un vice, aussi normative et moralisante soit-elle, et ça je l'accepte très volontiers, est intéressante sur un point. Comme l'a rappelé Eva Liévin la semaine dernière, dans la séance de la semaine dernière, l'une des questions centrales de ce qu'on appelle maladie mentale chez Platon, c'est l'articulation qu'on doit trouver entre un état de l'âme et un état du corps. Je vérifie que tout va bien. Ouais. C'est pourquoi je vais présenter dans ce cadre du séminaire qui porte normalement sur la santé mentale, en fait un problème donc en amont qui est le problème de l'analogie entre le vice, c'est-à-dire la maladie de l'âme, et la maladie du corps stricto sensu. Comment est-ce qu'elle s'influence? Comment elle s'articule? Et jusqu'où, finalement, Platon veut aller pour procéder à une étiologie, c'est-à-dire à une recherche des causes du vice, c'est-à-dire de cette maladie mentale. Toujours pour introduire mon sujet, ce qu'on appelle l'analogie entre le vice, c'est-à-dire le mal moral, ou politique d'ailleurs, et la maladie physique, cette analogie entre vice et maladie physique est ancienne hein, chez les auteurs
antérieure à Platon. On la trouve au sein d'autres analogies qui sont beaucoup plus englobantes sans doute et que nous connaissons éventuellement mieux. Par exemple, on sait que chez les anciens, il y a une analogie puissante entre le cosmos, c'est-à-dire l'univers, et la cité, une analogie aussi très englobante entre le cosmos et le corps humain, mais aussi d'autres analogies plus englobantes, on va en parler aujourd'hui, entre l'âme individuelle et la cité, et enfin, dernière analogie qu'on trouve déployée chez tous ces auteurs, analogie entre l'âme et le corps. Donc au sein de toutes ces analogies, le schème de la maladie physique se retrouve de très nombreuses fois pour illustrer justement l'apparition du vice. Réciproquement, le fonctionnement du vice apparaît aussi à certains endroits comme un modèle privilégié pour définir certaines maladies, ce qui laisse supposer que la maladie elle-même, et ce sera ça ma conclusion, enfin en tout cas mon interrogation d'aujourd'hui, la maladie elle-même est déjà traversée par ce que j'appellerais une normativité éthique et politique. Il n'y a pas de maladie physique qui n'ait finalement une forme de valeur morale et politique. L'exemple peut-être le plus connu de cette interaction entre la maladie physique et la maladie morale, c'est l'exemple de la peste qui nous est décrit par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, au livre 3, où il compare ce qu'on appelle la stasie, c'est-à-dire la guerre civile, la sédition dans la cité, avec, enfin il ne se contente pas de la comparer, il la rapproche, mais avec la peste, le fléau de la cité, qui s'est abattu sur les citoyens. La maladie physique, nous dit Thucydide, va jusqu'à défaire les liens sociaux et même, réciproquement, nous dit-il, les liens sociaux préférentiels comme l'amitié, la famille, deviennent des facteurs de contamination, deviennent des véhicules en fait de la maladie physique. Alors, ce qui va m'intéresser chez Platon aujourd'hui, c'est que cette analogie du vice et de la maladie physique est vraiment partout présente. Eva Liévin en a donné quelques exemples la semaine dernière dans le Carmide, notamment, et dans les lois. Et la question qu'on ne peut pas manquer de se poser, c'est celle de savoir si on en reste justement à une analogie bien stricte entre l'ordre du corps et l'ordre de l'âme, ou éventuellement, est-ce qu'on dépasse cette analogie pour aller vers une métaphore, laquelle finalement est sans trop grande incidence sur ce qu'on appelle le vice et la maladie, ou alors, et telle sera bien sûr mon hypothèse aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point cette analogie ou cette métaphore devient puissante pour Platon pour essayer de montrer qu'il y a bien un lien causal, alors, compliqué, mais il s'agit bien de cause, entre l'ordre du corps d'une part et l'ordre de l'âme d'autre part. Donc les questions sont les suivantes. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe finalement une préséance, une priorité du modèle causal physique de la maladie sur le modèle du vice? Ou bien, deuxième question, est-ce qu'il existe une interaction systématique entre la maladie et le vice? Ou alors est-ce qu'il s'agit simplement d'une question parfaitement accidentelle? Ou bien enfin, est-ce qu'il y a finalement une spécificité de chacun de ces modèles, vice et maladie physique, que Platon va vouloir finalement articuler. Alors, simplement pour terminer mon introduction et pour donner un caractère peut-être beaucoup plus général à la chose, ma conclusion sera effectivement de dire, enfin je la déploie tout de suite, cette conclusion, ma conclusion sera de dire que Platon est
en un certain sens, effectivement, un philosophe très moral, au sens où il va nous dire que le vice traverse, toutes les sphères de l'activité humaine jusqu'à produire des maladies physiques. Et en ce sens, pour lui, le vice va être premier sur la maladie du corps. On pourrait tout de suite m'objecter, et vous auriez raison de le faire, que Platon, malgré tout, n'est pas si moralisateur que cela et ménage à certains endroits de ses dialogues une place pour des maladies accidentelles qui m'empêchent, et cela de manière tout à fait naturelle, hein, de penser, de dialoguer. C'est évidemment, je pense à l'exemple très fameux du prologue du Phédon à la mort de Socrate, entouré par tous ses disciples. Phédon nous dit dans le prologue que Platon, je crois, était malade. C'est la seule fois dans le corpus où Platon est nommé dans son propre dialogue qu'il écrit. Et la maladie de Platon, qui l'empêche d'assister au dernier mot de Socrate, est suffisamment voilà, importante, hein, pour nous dire peut-être qu'il y a quand même une place. Hein, Platon n'est pas fou non plus. Il y a bien une place pour la maladie physique qui est irréductible finalement à nos modes de vie. Alors, sans plus attendre, donc, dans l'exemplier que j'ai mis sur le chat, je vous ai fait un plan, une espèce de parcours sur la République et le Timée. Donc, je vais vous donner un aperçu en fait du fonctionnement de l'analogie entre le vice et la maladie dans la République. À la suite de quoi, en deuxième partie, j'essaierai de comparer en fait ce fonctionnement de l'analogie avec le Timée, qui nous donne une autre image de cette interaction entre le vice et la maladie du corps. Et puis, je conclurai sur ce que j'appelle les normes de la maladie, pour essayer d'expliquer, d'étayer en tout cas ma conclusion selon laquelle le vice finalement, et bien sûr la vertu, détermine tout jusqu'aux dispositions de mon propre corps. Donc je commence sur l'analogie vice et maladie dans la République, par un premier point apparemment simple, qui est celui de l'identification du vice et de la maladie physique. Le vice est donc une maladie, la maladie est un vice. Alors, je commence d'abord par le cas, le vice est une maladie. Les vices sont très souvent caractérisés comme des maladies ou des fléaux. Alors, en grec, c'est nosos ou nosema. Au point qu'on pourrait ou on devrait oublier qu'il s'agit avant tout d'une analogie. Donc là, Platon utilise une métaphore très courante. Le vice est un fléau de l'âme. Réciproquement, la maladie physique est, elle aussi, un vice. Alors ça, c'est beaucoup moins évident du point de vue de la métaphore. Enfin, je ne sais pas si vous l'utilisez très souvent, mais enfin, ça a évidemment une incidence, hein, de dire que, pour décrire une maladie, de dire qu'un corps est vicié. Pourquoi pas, mais enfin, ça ne va pas de soi. De fait, chez Platon, dans la République, la maladie physique est bien comparée à un vice du corps. Il s'agit bien sûr d'un mal. Alors là, effectivement, on se retrouve avec une difficulté terminologique. Platon utilise le terme de kakia pour dire que le corps est mal ordonné, mal agencé, ne remplissant pas sa fonction. Il le dit à propos, par exemple, des maladies, des symptômes corporels que ressent l'amant, qui est tourmenté jusque dans son corps lorsqu'il perçoit l'aimé, il transpire, il bégaie, etc. Il y a des maladies aussi, vraiment là pour le coup, physiques, qui viennent avec des constitutions chétives, qui signalent finalement un état vicieux qui suscite le blâme de la communauté, des concitoyens. Je lis quand même, parce que c'est assez marrant, hein, ce texte 1 donc de République 405.
avoir besoin par ailleurs de la médecine, repris-je, c'est Socrate qui parle, non pas pour des blessures ou pour l'une ou l'autre de ces maladies qui jalonnent le cours des saisons, mais parce que, en raison de sa paresse et du régime que nous avons décrit, c'est un régime mauvais, un régime de vie mauvais, que nous avons décrit, on se remplit comme un marécage de fluides et de gaz, pour ensuite forcer les ingénieux disciples d'Asclépios, c'est-à-dire l'ordre des médecins, à désigner ces maladies du nom de vent et de cathare. Ne trouves-tu pas cela honteux? Vous trouvez dans ce petit texte, c'est assez marrant, hein, une distinction de deux types de maladies. Vous avez les maladies des saisons, sur lesquelles on ne peut rien faire, enfin pas grand-chose. Et puis, vous avez les maladies qui sont issues d'un mauvais régime alimentaire et un mauvais régime de vie en général. Et donc, il termine ce petit texte, donc T1, sur votre exemplier. Hop, j'admets la personne. Il termine par une espèce de jeu de mots, on va y revenir, hein, sur les vents, les fusas et les cathares, catharous. Et il dit tout de suite, hein, ne trouves-tu cela pas honteux? Donc là, il y a certaines maladies dont on va pouvoir dire qu'elles sont honteuses. Alors, ce ne sera pas les mêmes que dans notre modernité, les maladies honteuses, mais de fait, hein, dans le corpus platonicien, vous allez pouvoir trouver des maladies sexuelles qui vont évidemment susciter le blâme. Alors, le vice moral, donc, est une maladie, et la maladie, en quelque sorte du moins, un vice. Pas toutes les maladies, mais certaines. Ce qui revient à dire, finalement, qu'il y a une certaine normativité, alors naturelle ou éthique, qui traverse finalement, dans les deux cas, la description du vice et de la maladie. Donc, à première vue, c'est assez simple. On a envie de dire tout de suite qu'il s'agit là d'une métaphore. C'est une métaphore commune, encore une fois. J'ai mis dans l'exemplier un très, très, très beau livre, hein, de Geoffrey Lloyd qui s'appelle In the Grip of Disease, qui est un spécialiste d'anthropologie ancienne et qui vous fait un panorama d'Homère jusqu'aux médecins et jusqu'à Galien, en fait, le trajet de cette métaphore de la maladie appliquée à l'âme. Alors, dans le deuxième temps de ma première partie, je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas tout de suite une métaphore. C'est bien ce qu'on appelle une analogie. Alors, pour rappel, une analogie, au sens strict du terme, c'est une identité de rapport. Ce n'est pas tout de suite une comparaison terme à terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Platon va être finalement assez rigoureux dans l'utilisation de cette analogie entre le vice et la maladie. C'est votre texte 2, et je lis la fin. C'est la conclusion. La vertu serait donc apparemment une forme de santé, la beauté est le bon état de l'âme, alors que le vice en serait la maladie, la laideur et la faiblesse. Cette conclusion, elle est explicitée par tout ce qui précède dans votre texte 2. Alors, pardon, ceux qui sont présents ne le voient pas, je vous le montre. Et c'est donc le résultat d'une analogie très stricte et très clairement formalisée. Je vais vous lire quand même le texte parce qu'il est vraiment intéressant. Ce que repris-je, tout cela en fait ne diffère en... C'est que, pardon, repris-je, tout cela en fait ne diffère en rien des choses saines et des choses malsaines, étant entendu que ces dernières sont au corps, ce que les autres sont à l'âme. Là, vous avez l'expression très claire de l'analogie. C'est de même que de même. De quelle manière, demanda-t-il? Les choses saines engendrent la santé, les choses malsaines la maladie, oui. De la même manière, les actions justes engendrent la justice et les actions injustes l'injustice, nécessairement. Il revient en effet à la santé de produire, pour les éléments du corps, une structure, et c'est ça qui m'intéresse, c'est la structure. Une structure qui, par nature, les fait commander et se soumettre les uns aux autres. Alors qu'au contraire, la maladie produit une structure qui les fait commander et se soumettre les uns aux autres contre l'ordre naturel. En effet, de même repris-je,
engendrer la justice ne produit-il pas, pour les principes de l'âme, une structure qui, par nature, les fait commander et se soumettre les uns aux autres, alors que l'injustice produit une structure qui les fait commander et se soumettre contre l'ordre naturel. C'est évident. La vertu, conclusion, serait donc apparemment une forme de santé, la beauté et le bon état de l'âme, alors que le vice en serait la maladie, la laideur et la faiblesse. Donc vous voyez dans ce texte 2, ce qui est... Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait dans le grec, mais malgré tout, la traduction de Georges Leroux est très ingénieuse. Ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment l'ordre dans le corps, le principe ordonnateur dans les corps et le principe ordonnateur dans les âmes. Et c'est ça qu'on compare. Ce qui est donc intéressant, c'est que la maladie, comme le vice, est une affaire d'ordre. Un élément dominateur doit dominer tous les autres. S'il y a une subversion dans cet ordre, que ce soit dans l'ordre du corps ou dans l'ordre de l'âme, alors apparaît la maladie ou le vice. Ce que nous apprend finalement ce texte 2, c'est que, et ça ne va pas du tout de soi, enfin je trouve, c'est que, mais Eva l'a bien montré aussi la semaine dernière, c'est que le corps et l'âme, mais aussi bien la cité, comme je vais le montrer dans un instant, fonctionnent toujours comme une structure hiérarchisée, comme un ordre. Deuxièmement, que chaque élément ou fonction de cette structure a une place qui lui est propre et bien remplir sa fonction, c'est assurer dans l'âme ou dans le corps la justice et la santé. Finalement, la santé et la vertu, dans ce texte 2, sont les noms de deux modalités positives qui constituent le bien sur ce à quoi il s'applique. Donc, à proprement parler pour le moment, et c'est ça qui est un peu décevant au début, c'est qu'on est parti de la métaphore, mais en fait, cette métaphore, Platon sait très bien que c'est une analogie. C'est un raccourci de langage, de dire que la maladie, de dire maladie de l'âme, c'est un raccourci de langage qui a sa raison d'être dans une analogie qui, pour le moment, ne nous dit pas comment les deux interagissent. Alors, j'en suis à mon petit C, vraiment quelques mots sur l'analogie vice-maladie et analogie âme-cité, pour dire que ce n'est pas seulement le corps et l'âme individuelle qui sont caractérisés par le lexique de la maladie. La cité aussi, c'est-à-dire le corps collectif des citoyens, peut être malade. Je vous ai donné quelques exemples, je ne vais pas tous les lire, mais Platon, par exemple, peut tout à fait parler d'une cité malade, nosein, quand elle est en proie à une guerre intestine entre des factions ou des partis politiques qui ne s'accordent pas. Une cité est malade aussi à la fin de la République, quand la tyrannie a pris place au sein du corps social. C'est l'ultime maladie de la cité, dit Platon. Alors, c'est par exemple votre texte 3, c'est assez intéressant. Je vous lis un tout petit bout. Or, comme un corps maladif n'a besoin que d'un léger choc de l'extérieur pour tomber malade, et qu'il arrive parfois que, même sans motif externe, il entre en dissension avec lui-même, de la même manière, une cité placée dans une situation analogue, où l'on requiert pour le soutien militaire des ressources de l'extérieur, certains faisant appel à une cité oligarchique ou d'autres à une cité démocratique, devient malade au moindre prétexte et se livre à elle-même une bataille intérieure. Il arrive même qu'elle entre en dissension sans intervention extérieure. Donc, voilà, on a des maladies physiques qui touchent les corps individuels, aussi des séries de corps, le corps social. On l'a vu en fonction des saisons, des lieux, des mœurs, des coutumes, mais aussi d'un point de vue politique, quand il y a des forces en présence qui subvertissent finalement l'accord originel et naturel et sain. Il y a des processus qu'on appelle, et on utilise encore, nous, aujourd'hui, les métaphores de contamination ou de propagation des maladies civiles, comme une épidémie.
J'en viens je suis toujours dans mon première partie, sur mon petit dé en deçà de l'analogie, sur la place de la médecine et de la gymnastique. Eva en a parlé un petit peu. Si finalement l'analogie vice-maladie, qui repose sur une distinction assez forte entre l'âme et le corps, nous semble finalement acceptable à nous, néanmoins, pour Platon, ces deux univers, âme et corps, demeurent bien distincts. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est finalement, c'est qu'il y a deux arts. Et Eva en a parlé aussi la semaine dernière, je voudrais y revenir. Il y a deux arts qui vont s'occuper des maladies, de l'âme et du corps. La gymnastique et la médecine. Et effectivement, ces deux arts ne sont pas du tout mis au même niveau, si vous voulez. La médecine, en tout cas dans la République, la médecine va s'occuper finalement des maladies qu'on pourrait appeler adventices, c'est-à-dire les maladies où l'âme, finalement, n'a pas grand-chose à faire. Elle va s'occuper des maladies du corps où l'âme n'a pas grand-chose à faire. Le médecin, alors c'est une médecine très rigoureuse dans la République, va par exemple amputer un bras d'un charpentier qui s'est blessé et qui ne peut plus accomplir sa fonction, va prescrire finalement des régimes drastiques dans la cité pour limiter finalement des contaminations par les eaux, les vents, etc., c'est-à-dire les maladies des saisons, alors que la gymnastique, comme l'a rappelé Eva la semaine dernière, la gymnastique va s'occuper bien sûr du corps en un certain sens, en le modelant, mais surtout, elle va s'occuper de l'âme dans son rapport au corps, afin de limiter les effets de ce que Platon appelle l'indiscipline et l'intempérance. C'est votre texte 4. Ici, en effet, dit Platon, dit Socrate, la variété de la musique, la variété des gestes, la variété des modes de vie, engendre l'indiscipline. Là, elle engendre la maladie, noson, tandis que la simplicité, dans la musique, engendre la modération dans l'âme. Et dans la gymnastique, elle produit la santé pour le corps, n'est-ce pas vrai? Bon, finalement, qu'est-ce que je voulais montrer dans ce petit dé? C'est que la médecine va apparaître assez limitée dans son usage, complètement soumise finalement à un impératif fonctionnel de l'ordre des corps qui doivent être efficaces dans la cité. Et donc, le médecin va ne guérir que les affections très localisées qui empêchent la réalisation d'un tel ou de tel autre dans la fonction, sa fonction dans sa cité. Donc, finalement, on est très, très proche ça me fait penser à ça, là, tout d'un coup, on est très, très proche du médecin guerrier que vous allez trouver chez Homère, le médecin guerrier qui va tout de suite panser les plaies de manière immédiate et parfois la plus bizarre possible, en administrant des potions aux pauvres guerriers pour leur donner tout d'un coup la force physique nécessaire au combat. Mais c'est tout. Donc, le médecin ne va s'occuper finalement que des maladies guérissables. Et le nombre des incurables dans la cité platonicienne, en un certain sens, va augmenter. Bon. En conséquence, donc c'est votre texte 5 qui est un petit peu long, donc je vais pas le lire. Mais l'idée à retenir finalement, c'est le médecin, on va le forcer à ne traiter que les maladies qui sont nécessaires au bon ordre de l'activité politique. Donc, on ne peut pas faire plus normatif comme modèle dans la définition de la médecine. Donc, en conséquence, il faut déjà distinguer plusieurs sens de maladies. Il y a les maladies des saisons, dont le principe, finalement, est extérieur et produit des affections que Platon appelle localisées, où le médecin va intervenir pour aboutir à une restauration immédiate par des drogues ou d'autres types d'interventions, sans finalement accompagner la maladie par un régime différent du régime normal, prescrit par les gouvernants.
Ça, c'est les maladies localisées. Il y a les maladies dites nouvelles qu'on a évoquées dans la première partie. C'est les vents et les cathars, qui viennent d'un régime dépravé, varié, et qui finalement sont les signes des constitutions politiques fragiles ou déficientes. Il y a enfin les maladies, dans les maladies nouvelles, et c'est ça qui est intéressant, le fait que finalement, plus les flatulences, les cathars, les vents vont prendre possession des corps dans la cité platonicienne, plus il y aura une espèce de cercle vicieux, là c'est le cas de le dire, et qui vont engendrer davantage de vices dans les âmes des individus. Là aussi, il y a beaucoup d'exemples, hein, c'est les exemples que vous allez trouver dans le livre 8, par exemple, sur les oligarques, qui, à force de manger gras, deviennent inaptes à la guerre, nécessitant une armée de mercenaires pour défendre la cité, produisant finalement encore plus de vices et d'appât du gain dans la cité. Et là, vous voyez que l'ordre politique commence à interagir avec l'ordre médical. Et c'est sur ça que je vais maintenant me pencher. Dans République 10, ce sera ma deuxième partie. Au livre 10, Platon, enfin Socrate, va proposer un argument sur lequel je ne veux pas me pencher pour lui-même sur l'immortalité de l'âme. Par contre, ce qui m'intéresse dans tout ce passage, ce sont vos textes 6 à 10, c'est finalement la manière dont Platon croit qu'il y a une causalité limite entre l'âme et le corps. L'argument général est le suivant. Donc, c'est les textes 6 à 10. L'argument, très globalement et très rapidement, puisqu'il est particulièrement compliqué, cet argument, l'idée est de dire qu'une chose, n'importe quelle substance, périt ou se déprave du fait d'un développement de son mal propre, propre à cette substance. Et finalement, si un mal propre à cette substance ne la détruit pas, ne réussit pas à la détruire, alors il faudra dire que cette chose est immortelle. Voilà, ça c'est le cadre général de l'argument. Encore une fois, je ne vais pas m'intéresser à l'immortalité. En revanche, Platon va encore utiliser l'analogie de la maladie du corps et de la maladie de l'âme pour essayer de montrer que l'âme est immortelle. C'est votre texte 6. Eh bien, examine aussi l'âme de cette manière. L'injustice qui l'a envahi, comme le reste du mal, tout cela, du fait de l'avoir pénétré et de s'y être incrusté, va-t-il la corrompre et la flétrir, au point de la conduire à la mort en la séparant du corps? Donc, vous avez la description d'une maladie qui est l'injustice, pour savoir si je commets des actes injustes, au bout d'un moment, je vais finir par en mourir. Cette maladie du corps doit être conçue comme donc, le développement d'un mal propre et non extérieur. C'est un mal vraiment internalisé. C'est votre texte 7. Platon nous dit ce n'est pas la pourriture des aliments qui pourrit le corps, c'est le corps, après avoir assimilé ces aliments pourris, qui développe de lui-même la cause de sa dissolution. On n'est pas du tout dans un schéma microbien, bactériologique, ou voilà, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment l'idée que le corps va produire en lui-même le mal qui va finir par le détruire. C'est votre texte 7. Garde bien à l'esprit, Glaucon, que nous ne pensons pas que le corps puisse périr sous l'effet de la mauvaise qualité des aliments telle qu'elle se développe en eux, que ce soit de leur mauvaise conservation, la pourriture ou tout autre défaut. Mais si la mauvaise qualité des aliments eux-mêmes produit pour le corps un mal qui lui est propre, nous dirons que c'est par l'intermédiaire des aliments, en raison du mal propre au corps qu'est la maladie, qu'il a été détruit. Mais nous n'estimons en aucun cas qu'il aura été corrompu par la mauvaise qualité des aliments qui constituent des êtres différents. Bon, voilà.
Si le corps donc, devait être la cause de la mort, elle ne saurait néanmoins, nous dit Platon, transmettre à l'âme la cause de sa dissolution. Autrement dit, et je sais que l'argument est un peu compliqué, mais la question c'est, est-ce que je peux périr de mon vice? Est-ce qu'en étant injuste comme un tyran, je meurs? Socrate va dire évidemment non. Donc, si c'est évidemment non, il faut que je comprenne en fait comment le mal qu'est l'injustice opère de manière différente de la maladie du corps qui est capable de le faire mourir. De la même manière, finalement, qu'une maladie du corps ne peut pas produire par elle-même une maladie de l'âme, pardon, j'ai commencé par de la même manière, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Une maladie du corps ne peut pas produire par elle-même une maladie de l'âme tant que l'âme n'a pas assimilé cette maladie extérieure du corps et en a fait un principe interne. Donc, c'est très étrange, mais je vous donne deux exemples. C'est vos textes 9 et 10 que je ne vais pas lire, mais chez Platon, vous pouvez, jusqu'à un certain point, avoir une âme parfaitement saine dans un corps très malade. Hein. Alors que, par exemple, Aristote, ce serait plus compliqué, mais vous pouvez avoir une âme heureuse et vertueuse dans un corps très malade. Et réciproquement, vous pouvez avoir une âme malade dans un corps parfaitement sain. Je récapitule, et c'est la fin de ma deuxième partie sur la République. En fait, on a une analogie structurelle entre l'âme et le corps, entre l'âme vertueuse et le corps sain, entre l'âme vicieuse et le corps malade, qui est une analogie très stricte, et où finalement, le passage de l'un à l'autre n'est pas possible, sinon de manière vraiment médiatisée par ce que je vous ai dit sur les régimes alimentaires et les régimes de mode de vie. Mais c'est tout. Il y a vraiment, dans la République, pas d'interaction directe entre la maladie du corps et la maladie de l'âme. Et donc, j'en viens à la maladie du corps et la maladie de l'âme dans le Timée. Ma partie sera beaucoup plus rapide. Donc, c'est vos textes... voilà, c'est vos textes 11... 11 à 13. Dans le Timée, donc, il y a des pages très célèbres qui ont été réévoquées à la séance précédente. Des pages très célèbres, vers les pages 81E à 90D, où on retient souvent qu'il y a une harmonisation à faire entre le corps et l'âme, et Val l'a rappelé encore une fois dans la séance précédente. On retient aussi souvent, et de manière, à mon avis, fautive, que Platon aurait évolué par rapport à la République et nous dirait explicitement dans le Timée qu'il y a certaines maladies de l'âme qui proviennent directement des maladies du corps et que ces maladies du corps seraient responsables, in fine, de certaines dispositions psychiques. Et ce serait ça qu'on appellerait la maladie mentale chez Platon. C'est la manière dont le fameux médecin Galien comprendra dans la postérité ces pages du Timée. Alors, de ces pages, je vais simplement retenir un ou deux exemples qui sont assez marrants. Dans le Timée, la maladie, comme le vice, sont, et c'est exactement comme dans la République, sont des dysfonctionnements de structure, par excès ou par défaut. Platon recourt à la théorie dite des humeurs et vous dit que si vous avez un excès de bile noire, de bile jaune ou de flegme blanc dans votre corps, ça produira un déséquilibre dans votre constitution et ça va générer tout un tas de maladies, dérèglement des qualités.
vous avez une typologie des maladies qui n'est pas spécialement, qui est intéressante comme pour moi, mais qui ne vous intéresse pas nécessairement au premier chef, mais vous avez des maladies, donc des qualités élémentaires, des maladies des os, des chairs, des tendons, du sang. Et puis, vous avez enfin des maladies des humeurs qui sont beaucoup plus connues, la plus connue étant évidemment la maladie de la bile noire, la mélancolie. Ce qui devient compliqué, c'est lorsque les vapeurs ou les humeurs remontent finalement du corps jusqu'à l'âme. C'est votre texte 11 et 12. Et je vais, je vais vous lire le texte 11, puis le texte 13. Mais si le flegme blanc est mélangé à de la bile noire, s'il se diffuse jusqu'aux révolutions les plus divines qui se trouvent dans la tête, alors c'est les mouvements de l'âme, hein, les révolutions divines qui se trouvent dans la tête, c'est le mouvement de l'intellect dans votre âme, et qu'il y introduit le trouble, l'affection ainsi produite est moins violente si elle survient durant le sommeil, tandis que si l'attaque a lieu à l'état de veille, il est plus difficile de s'en défaire. Et cette maladie, qui touche l'élément sacré en nous, c'est tout à fait à bon droit qu'on l'appelle sacré. Donc vous avez un exemple de maladie de l'âme ici, qui n'est pas nommé, qui est probablement un accès de mélancolie, quelque chose du genre, et qu'on appelle maladie sacrée. Et Platon, en fait, est en train de... C'est pas qu'il fait un jeu de mots, mais il reprend une dénomination très courante à l'époque, ce qu'on appelle maladie sacrée, que nous nommons aujourd'hui épilepsie. C'est une crise d'épilepsie, qui est donc suivie par un abattement extrêmement vigoureux, virulent. Et on l'appelait maladie sacrée parce que vous imaginez bien qu'une épilepsie pouvait être reliée à quelque chose comme une visite du Dieu dans votre corps de manière temporaire. Les médecins de l'époque, comme Platon, considèrent à bon droit que cette appellation maladie sacrée est tout à fait volée et n'a rien de sacré. Elle est tout à fait explicable par des causes physiques. Et là, le texte 11, en réalité, il faut le lire de manière ironique, puisque Timée, contrairement à l'opinion courante, dit « la maladie donc, de l'épilepsie est dite sacrée », pas du tout parce qu'un dieu vient vous visiter, c'est parce que le flegme blanc mélangé à la bile noire vous empêche tout d'un coup de penser. Et du coup, elle est sacrée parce qu'elle concerne ce qu'il y a de plus sacré dans l'âme, c'est-à-dire l'intellect. Je vous lis le texte 13. Et pareillement, en ce qui concerne les douleurs, une grande quantité de vices de l'âme vient du corps de pareille façon. En effet, lorsque les flegmes acides et salés, et tout ce qu'il y a d'humeurs amères et bilieuses, errent de par le corps et n'arrivent pas à trouver un exutoire, et que, pelotonnées à l'intérieur, elles y subissent un brassage qui les amène à mêler leur vapeur au mouvement de l'âme, ces substances provoquent des maladies de l'âme qui prennent toutes sortes de formes, plus ou moins graves, plus ou moins nombreuses, et qui se portent vers les 3 régions de l'âme. Selon qu'elles attaquent celle-ci ou celle-là, elles provoquent toutes les variétés de l'acrimonie et de l'abattement, et toutes celles de la témérité et de la lâcheté, toutes celles de l'oubli et de la paresse d'esprit. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, dans la comparaison de ces deux passages, c'est que dans votre texte 11, on parle des maladies du corps. Et donc, on parle d'abord des maladies du corps. Et donc, Platon n'a pas du tout de problème pour dire que le flegme blanc mélangé à de la bile noire va provoquer ce qu'il appelle la maladie sacrée, une crise d'épilepsie. Dans le texte 13, c'est très différent. C'est le même, vous voyez que c'est le même fonctionnement causal, c'est la même étiologie, sauf qu'il ne parle plus du tout de maladie sacrée, il parle des vices divers, et en fait, ce qui, dans le texte 11, était appelé maladie sacrée, ici est appelé, dans le texte 13, l'oubli et la paresse d'esprit. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que vous avez
un fonctionnement causal qui est identique, mais dont les effets ne sont pas les mêmes. Alors, évidemment, je ne vais pas régler le problème du Timée, puisque ce sont des textes redoutables, mais mon hypothèse, pour laisser du temps à la discussion, c'est la suivante. Les maladies de l'âme, évidemment, peuvent survenir aux maladies du corps, à un état mauvais du corps. Réciproquement, il y a des maladies du corps qui, finalement, sont suscitées par un mauvais régime, des mauvais mouvements, des mauvaises cures. C'est votre texte 14, que je ne vous lis pas, mais c'est quand vous vous échauffez dans la discussion. Ouais, je peux le lire, parce qu'il est marrant aussi. Hein. C'est marrant pour les profs. Voilà, oui, c'est vrai qu'il est marrant pour les profs. Et enfin, lorsque l'âme s'adonne à l'enseignement ou à la controverse, de vive voix, en public ou en privé, elle, c'est-à-dire le corps, elle le secoue et le fait s'échauffer dans les disputes et les rivalités qui s'ensuivent, et en excitant des écoulements, remata, elle trompe la plupart des prétendus médecins et elle les amène à incriminer des causes contraires aux causes véritables. Là aussi, c'est un texte amusant parce que c'est une cause psychique, c'est le goût de la dispute, le dialogue mal conduit, qui va produire donc des écoulements. Alors, de quels écoulements s'agit-il? Il faut vraiment penser à des exemples concrets. C'est Thrasymach au livre 1 de la République qui n'en peut plus de la discussion de Socrate et se met à transpirer de manière pas possible avant de se jeter sur lui et d'arrêter la discussion en le menaçant. Bon. Mais ça peut être aussi, bien sûr, d'autres types d'écoulements. Et ce qui est amusant dans le texte 14, c'est que Timée dit « elle trompe la plupart des prétendus médecins ». C'est-à-dire que le médecin va considérer que c'est une maladie physique, mais pas du tout, c'est bien une maladie psychique qui va avoir des effets directement sur le corps. C'est la raison pour laquelle, texte 15, je cite encore, « il faut assurément s'efforcer, dans la mesure du possible, tant grâce à l'éducation que grâce aux exercices et aux études, de fuir le vice et de rechercher son contraire. Mais c'est là, c'est aussi rigolo, hein, c'est là un sujet qui ressortit à un propos d'un autre genre. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est là un sujet qui ressortit à un propos d'un autre genre. Ce n'est pas au médecin, nous dit Platon, de régler le problème des vents, des cathars, des écoulements, c'est-à-dire de toutes ces maladies dites honteuses dans la République dont on a parlé. C'est bien au philosophe et à l'éducateur qu'il revient donc d'essayer de les régler. Alors, je vais conclure sur les normes de la maladie, là encore par un texte que je vais vous lire complètement, un texte que j'aime beaucoup. Ah, pardon. Donc, c'est votre texte 16, et donc je reviens à la République. Juste avant de le lire, pour conclure, pour introduire ma conclusion, évidemment, on doit dire d'abord que Platon n'est pas médecin. Mais, en philosophe, il ne se prive pas de donner sa propre interprétation de ce que doit être la médecine et intervenir finalement dans l'histoire de la médecine. Je ne veux pas non plus faire de Platon un Canguilhem avant l'heure, où l'idée est finalement d'accepter ce que nous, philosophes, on appelle une surdétermination morale ou axiologique des maladies et de leur typologie, c'est-à-dire de leur classification. Classification de maladies mentales. Bien sûr, Platon le fait dans le Timée, quand il dit qu'il y a une typologie selon les parties de l'âme qui sont contaminées. Donc Platon le fait, mais encore une fois, Platon n'est pas médecin, mais philosophe. Et en revanche, ce qu'on peut tirer finalement de tous ces textes de Platon, c'est qu'il y a bien une priorité de la norme morale sur ce que doivent être les maladies
et leur sens dans le corps social. Et pour reformuler de manière encore plus claire, c'est un critère moral et politique qui doit déterminer les typologies des maladies mentales. Donc pour terminer, je vais lire le texte 16, qui est un court passage de la République au livre 3, qui m'a intrigué parce que je n'ai rien vu d'analogue chez les Hippocratiques, ni chez Aristote, et où Platon va expliquer comment il envisage la maladie du corps par rapport à celle de l'âme, comment, pour le reformuler, il envisage la place du médecin dans la cité par rapport à celui du juge. Comment le médecin doit curer et comment le juge doit infliger des peines et quel est finalement leur savoir respectif. Et c'est là où c'est très étrange. Donc je lis le texte. Pour commencer par les médecins, dis-je, ceux qui deviendraient les plus habiles seraient ceux qui commenceraient dès leur jeunesse, en plus de faire l'apprentissage de leur art, en se mettant au contact du plus grand nombre possible de constitutions physiques déficientes, à subir eux-mêmes toutes les maladies et à n'être pas naturellement dotés d'une condition physique parfaitement saine. Car ce n'est pas, je pense, grâce à leur corps qu'ils soignent le corps, autrement il ne leur serait jamais loisible d'être en mauvaise santé ou de tomber malade. C'est par l'âme qui soigne le corps, et il ne sera guère possible à l'âme de soigner quoi que ce soit si elle est de mauvaise constitution ou si elle devient malsaine. C'est juste. Tandis que le juge, mon ami, c'est par l'âme qu'il commande à l'âme, et il n'est pas permis à l'âme de se former dès sa jeunesse au contact d'âmes corrompues, Ponerias, ni de traverser l'expérience de toutes les injustices en les commettant elles-mêmes, dans la seule visée de pouvoir, de manière lucide, à partir d'elles-mêmes, témoigner des injustices commises par les autres, à l'instar de ce que fait le corps pour les maladies. Il faut que, dès sa jeunesse, au contraire, elle soit demeurée innocente et exempte d'habitudes mauvaises, si elle doit, en vertu de son excellence propre, juger sainement des choses justes. Voilà la raison pour laquelle ceux qui sont dotés d'un bon tempérament paraissent, dès leur jeunesse, des gens simples et faciles à tromper par ceux qui sont injustes. Ils ne disposent pas, en effet, en eux-mêmes, de modèles d'expérience semblables à ceux des gens corrompus. Alors, ce qui m'intrigue donc, c'est une asymétrie entre le juge et le médecin. Les points de l'asymétrie relèvent les choses suivantes. Premièrement, le médecin apprend, nous dit Platon, par expérience. Il apprend par expérience ce qui relève de la manière dont la maladie affecte le corps. Il a, si on voulait employer une métaphore moderne, son expérience de la maladie, c'est une expérience vaccinale. Il se met au contact de toutes les maladies possibles pour mieux les connaître, à condition évidemment qu'il n'y succombe pas. Il faut donc se mettre au contact du plus grand nombre de constitutions physiques déficientes, nous dit Platon. Cette idée, j'ai vérifié chez les Hippocratiques, ça n'existe pas, et elle paraît complètement saugrenue à Aristote, dans un passage qu'on pourrait lire, mais d'autant plus si, finalement, c'est par un jugement qu'il rend son diagnostic. En un certain sens, finalement, Platon, dans ce texte 16, semble plus attentif à la spécificité du corps, tout en affirmant qu'il peut être, dans et à travers la maladie, bien neutralisé, si vous voulez, bien remis à sa place. Le médecin, il sait parfaitement son affaire, donc il connaît la maladie par expérience, il va soigner le corps et il va essayer autant que faire se peut de localiser la maladie pour éviter qu'elle ne contamine finalement l'âme. Le juge, évidemment, non pas évidemment, mais le juge, c'est tout le contraire. Le juge n'a pas une expérience vaccinale des injustices pour rendre son bon jugement. Il doit être exempt de toute injustice. Il ne doit pas être au contact du vice. Ce qui m'amène à dire vraiment en un mot de conclusion que la vraie maladie, et pour rejoindre la thématique de la santé mentale, la vraie maladie, c'est bien celle de l'âme d'abord,
c'est-à-dire l'injustice, l'ignorance, ou ce que nous, on appellerait l'incurie. C'est cette incurie de l'âme qui va finir par menacer jusqu'au corps, comme on l'a vu dans le Timée, qui va sombrer donc dans des maladies graves, et non l'inverse. Je reformule une dernière fois mon hypothèse. Platon apprend des maladies du corps, le fonctionnement possible des maladies de l'âme, grâce à l'analogie. C'est d'abord à partir des corps qu'il comprend le vice, c'est-à-dire la maladie de l'âme. Mais, par un curieux effet boomerang, pour ainsi dire, ou un effet retour, il va finir par conclure que la vraie maladie, le vrai désordre, le vrai critère pour juger ce qu'est un ordre et un désordre, c'est la maladie de l'âme, pas la maladie du corps. Et j'en ai terminé, et je vous remercie pour l'auditoire, certes peu nombreux, mais choisi, de votre attention, ainsi que des auditeurs Zoom. Voilà.